Toujours à votre cours, le français, la grammaire expliquée. La grammaire expliquée, c'est la compréhension que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce volume que vous voyez à votre écran. La grammaire expliquée de Marcel Poirier aux éditions Beauchemin. Et vous pouvez vous la procurer avec le cahier d'exercice et le corrigé dans la librairie de votre région. Ne l'oubliez pas. Et je veux rappeler également que vous ne devez pas vous gêner lorsque vous voulez émettre un commentaire au responsable de la télévision de votre région. Ne vous gênez pas pour faire un petit 2 minutes d'appel pour leur dire la satisfaction que vous avez éprouvée en suivant ce cours, déjà passablement de matière de vue. Et nous sommes rendus à notre 33e leçon. Notre 33e sur 40. Ce qui veut dire que la fin de l'année, les classes sont peut-être sur le point de commencer à poindre à l'horizon. Ce qui veut dire également que nous devons avoir la possibilité de tout maîtriser cet ensemble de français. Alors, vous avez sans doute remarqué que la semaine dernière, lors de notre dernière émission, nous avions insisté sur l'obligation de bien parler, l'obligation de bien écrire, et l'obligation de bien écrire en composant bien, en écrivant correctement. Et quand vous vous demandez de quelle façon je dois développer ma composition française, je vous disais la dernière fois, regardez ici ce que Félix Leclerc disait en commençant le procès d'une chenille. Vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur un procès d'une chenille? Bien, regardez comment il commençait, toujours de façon originale. Et c'est en lisant qu'on constate qu'il y a une manière d'entreprendre un texte. Il dit ceci. Il y a de ceci bien longtemps, point. Plus de 1000 ans, point. On devait être en juin, point. En plein champ, à 3 lieues de la plus proche maison, au pays des insectes et des fleurs. Point. Un après-midi. Point. Il a situé son texte en 3 lignes. Il a situé en disant quand, où, qui. Voyez-vous, là? Ce que je veux que vous preniez comme goût, comme intérêt, comme développement d'intérêt, c'est que quand nous lisons des auteurs de cette trempe, nous sommes ensuite en mesure d'essayer de les imiter. Et si vous réussissez à imiter ces grands auteurs, vous deviendrez habile en composition. Et vous commencerez peut-être par ce que nous appelons le récit. Vous arriverez ensuite le conte. Vous arriverez ensuite le roman. Vous apporterez ensuite un traité ou une explication sur l'éditorial. Un éditorial que vous serez capable de rédiger. Vous arriverez ensuite à une dissertation. Et on ne commence pas à disserter avant d'avoir commencé à rédiger et réciter, raconter. On commence par le bas de l'échelle et on arrive en haut de l'échelle. Alors, c'est un petit peu ce que Félix Leclerc nous disait et je vous invite à le lire. Regardez, Violon à vendre, tous des beaux petits textes, à peu près 12-15 pages. Pas plus long. Vous en lisez un durant la soirée, vous arrêtez. Le lendemain ou le surlendemain, quand ça va vous tenter encore, parce qu'il va vous tenter très, très rapidement, Félix Leclerc. Il va vous inviter rapidement à arriver à lire tout le texte, tout le livre. Et quand ça vous tentera,
vous reviendrez, violon à vendre. Regardez comment il commence. C'était un jour de pluie. Point. Un homme marchait dans la rue, un violon caché dans son paletot. Il allait vite, le chapeau sur les yeux et l'air fatigué. Avez-vous utilisé le dictionnaire, là? Pas encore une fois. Et je vais vous dire, je ne l'ai jamais utilisé. Jamais. Et quand on parle de violon à vendre, ou encore l'autre que j'ai toujours bien aimé, cantique, et quand on parle de cantique, il était venu au monde comme les autres enfants. Un beau matin, il avait fait son entrée dans la famille et on avait salué sa venue avec joie, comme c'est la coutume dans les maisons d'ouvriers. Il avait des frères et des sœurs avant lui et il y en eut d'autant après lui. Vers l'âge de 7 ans, on l'envoya à l'école comme les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus simple que ça et de plus captivant? Mais si vous continuez cantique, vous allez voir que Félix Leclerc, tout au long, va parler avec des verbes. Cantique se dirigea vers le temple, entra, enleva sa casquette d'hiver et qu'il déposa par terre comme on dépose un paquet. Regardez la belle petite comparaison. Vous cherchez des comparaisons, vous cherchez des sentiments. Félix Leclerc vous en donne à pelleter, à pelleter. Et quand vous lirez Tanis, vous serez ému peut-être jusqu'aux larmes. À l'âge de 3 ans, il lui était arrivé un malheur. Point. Un accident. Point. Les vieux disaient qu'une faucheuse lui avait broyé les jambes, virgule. D'autres prétendaient que c'était les suites d'une maladie d'enfant. Point. Chose certaine, il était infirme. Et que c'est beau! Et que c'est beau! Et si vous voyiez la fin de son texte, quand il termine, la nuit était si belle, l'infirme eut envie de pleurer, non à cause du sang qu'il perdait, mais à cause du bonsoir qu'il n'avait pas reçu, à cause de la vie, à cause de tous les autres soirs qu'il passerait seul. J'espère vous donner le goût de lire du Félix Leclerc. Vous avez le livre également, Pieds nus dans l'aube. Vous avez plusieurs beaux livres de Félix Leclerc. Et je vous invite, Félix Leclerc qui vivait sur son île, je vous invite à lire ses textes. Allez à la bibliothèque si vous ne pouvez vous procurer le livre dans la librairie. Allez à la bibliothèque, empruntez-le pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et puis, lisez ça, ça vaut la peine. Et de temps en temps, jetez un petit coup d'œil également sur les journaux. Et essayez de découvrir là où sont les fautes. Il y en a tellement. Moi, j'ai ici devant moi un petit texte que je replie, là. Et on dit ceci. Il a fait remarquer le directeur général, Monsieur Untel, le directeur général. Comment ont-ils écrit le mot général? Devinez. Vous allez peut-être me dire, ils n'ont pas écrit général R-A-L, parce que tu ne le dirais pas. Non, ils ont écrit le directeur général comme ceci. Le journal des soi-disant personnes connaissant leur français. Le directeur général. Voulez-vous bien me dire pourquoi on met un E ici? Éliminons ce E-là. Le directeur, c'est le déterminant qui détermine le nom. Qu'est-ce que fait le mot général quand on dit le directeur général?
est un adjectif qui donne sa qualité au directeur. Et comme le directeur est du masculin singulier, général sera masculin singulier. Alors éliminons, s'il vous plaît, le « e » qu'il y a là. Et on va punir. Et c'est ça que je trouve de malheureux, d'injuste. Nous punissons un élève parce qu'il aura marqué un « e » et nous ne punirons pas l'auteur de cet article ou celui qui l'aura écrit. On dit ici 321 dans cette paroisse, 321 nouveaux-nés. 321, comme ceci, nouveaux-nés. Bien, on a vu, il y a quelque temps, dans les adjectifs composés, que le mot nouveau-né va s'écrire nouveau, nouvellement né. Et le mot nouveau ne prend pas de X. Alors qu'ici, nous retrouvons nouveau-né avec un X. Alors, habituons-nous à bien reconnaître ces mots. Alors, nouveau-né, je sais que c'est une exception. C'est une exception. Parce que, normalement, on aurait dû mettre un X. Mais dans l'expression nouveau-né, on a à ce moment-là nouvellement né. Mais si nous parlons de nouveaux convertis, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? En parlant des nouveaux convertis, nous dirons nouveau X, converti, V-E-R-T-I-S. Et pas de trait d'union. Il faut les connaître, ces expressions-là. Il faut connaître ces cas particuliers. Mais voyons les cas particuliers après simplement que nous aurons vu ce bel ensemble, ce grand ensemble de la langue française qu'on retrouve dans la grammaire. Alors, allons-y de cette façon, en choisissant vraiment tous ces grands ensembles pour être capable, après ça, de pouvoir nous lancer dans des exceptions. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés orthographiques. Pour quelle raison allons-nous parler de difficultés orthographiques? C'est qu'il y a des cas particuliers à l'occasion où il est important de savoir comment distinguer un mot d'un autre mot. Le mot qui s'écrit d'une façon et qui s'écrit d'une autre façon. Alors, les difficultés orthographiques veut dire les difficultés quand nous rédigeons en lettres et en syllabes les mots que nous employons. Alors, les difficultés orthographiques, nous allons en voir une série parce que nous allons compléter, nous allons ajouter à notre squelette les os que nous avions déjà posés, les fondements. Après ça, nous avons ajouté des muscles pour que ça puisse se tenir, ça, le squelette, pour qu'il puisse se tenir. Nous avons un squelette, nous, et il doit se tenir. Il y a des muscles, il y a des muscles, il y a des nerfs, il y a de la chair, il y a du sang, il y a de la peau, il y a tout ça. Et quand on a terminé ça, nous perfectionnons tout ce grand ensemble en ajoutant des cas particuliers. Pour quelle raison? N'oubliez pas, à la 39e leçon, nous donnerons dans la deuxième partie de la 39e leçon, deuxième partie, nous donnerons ce que nous appellerons la dictée. La dictée de Marcel. Alors, la dictée de Marcel, là, va venir et nous allons retrouver à l'intérieur de cette dictée l'ensemble de tout ce que nous avons vu dans les 38 premières leçons. Alors, la 39e, la deuxième partie de la leçon, nous aurons la dictée. Et à la 40e, la dernière de toutes, nous ferons la correction. Alors, nous verrons ce que nous avons réalisé de bien et là où il y aurait encore quelque chose à améliorer. N'oubliez pas que pour 1 heure de cours que je donne, je vous invite à 1 demi-heure d'application. Et ça, c'est peut-être la façon idéale pour aimer notre français, aimer le français et nous permettre d'améliorer notre condition. Alors, 39e et 40e, mais pour arriver à cet endroit-là, nous aurons occasion même, à 2 reprises, en 2 heures, de faire toute la synthèse de tout ce que nous avons étudié depuis le début.
aux alentours de la 36e ou 37e, 38e. Là. Nous aurons 2 heures où nous ferons toute cette synthèse. Et ça, c'est une synthèse qui part du mois de septembre, du début d'octobre. Et là, rendu vers la fin de l'année scolaire, là, nous serons rendus vers la fin de l'année scolaire. À ce moment-là, toutes les difficultés, nous les aurons maîtrisées. Je regarde ici, j'ai relevé certaines difficultés et je vais employer l'expression « quoique ». Quoique, qui va s'écrire comme ceci, quoique, Q-U-E, en un seul mot, ou encore quoique, en 2 mots, ici. Quoique. Quand employons-nous quoique en un seul mot? Quand l'employons-nous en 2 mots? D'abord, vous reconnaissez que le mot « quoi » veut dire la chose, ça. La chose que. Quoi, là, ça veut dire quoi? Quand je dis « mais quoi », je veux dire quelle chose, là, que tu veux me signaler, là. Quelle chose? Le « quoi » veut dire la chose. Qui veut dire la personne? Mais « quoi » veut dire la chose. Alors, quand je dis « quoique », ici, en un seul mot, « quoi que vous soyez », par exemple, je vais prendre le petit exemple qui est ici. On ne croit plus un menteur, quoi qu'il dise la vérité. On ne croit plus un menteur, quoi qu'il dise la vérité. Quoi qu'il dise la vérité, je dirai ceci, quoi qu'il dise la vérité. Je dirai bien qu'il dise la vérité. Même s'il dit la vérité, quoique signifiera bien que, même s'il dit la vérité, même si, quoique. Alors, en un seul mot, à ce moment-là. Tandis que quand j'aurai quoique, bien, je vais dire, quoi que vous fassiez, vous parviendrez, quelle que soit la chose que. Voyez-vous, là? Quoi? Peu importe la chose que. Quoi que vous fassiez, vous réussirez ou vous ne réussirez jamais. Alors, quoique, quelle que soit la chose que, ici j'avais donné, on ne croit plus un menteur, quoi qu'il dise. Voyez-vous là la différence, là? L'autre, j'ai dit, quoi qu'il dise la vérité, même s'il dit la vérité, puis ici, on va dire, on ne croit plus un menteur, quoi qu'il dise. Quoi qu'il dise, ça veut dire quoi? Quelle que soit la chose qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, point. Quelle que soit la chose que. Quoi veut dire la chose. Donc, on sépare le mot quoique en 2 mots. Alors, une façon simple, et ce n'est pas un truc, mais c'est de comprendre le mot quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Tandis que dans l'expression quoique, ça veut dire bien que. Et c'est le sens de la phrase qui me le dit. L'autre exemple, l'autre cas, lorsque nous parlerons du mot plutôt, on aura le mot plutôt, comme ceci, comme on aura le mot plutôt, comme ceci. Et tout de suite, vous allez distinguer la différence entre plutôt. Qu'est-ce que veut dire le mot tôt? Ça veut dire de bonheur. Si le mot tôt veut dire de bonheur, le contraire de bonheur, c'est tard. Alors, si j'arrive plus tard que prévu, plus tard, ça veut dire qu'au lieu d'arriver à 6 heures, j'arrive à 9 heures. Alors, j'arrive plus tard, T-A-R-D, qui est le contraire de tôt, T-O, accent circonflexe, T. Alors, quand je dis plus tôt, on dit plus tôt, bien, si je dis ici, je dis ceci, j'arriverai plus tôt que vous. J'arriverai plus tôt que vous. Ça veut dire, j'arriverai plus de bonheur que vous. Tôt veut dire de bonheur. J'arriverai plus de bonheur que vous. Plus tôt que vous. Tandis que l'autre,
ils se firent tuer plutôt que de se rendre. Veut dire la préférence au lieu de. Au lieu de se rendre, ils ont plutôt préféré se faire tuer que de se rendre. Alors, le mot plutôt veut dire la préférence. La préférence. On préfère plutôt l'utile à l'agréable. Plutôt, davantage, de préférence, l'utile à l'agréable. Alors, le mot plutôt en un seul mot, et le mot plutôt, le contraire de plus tard, qu'est-ce qui me le dit? Le sens de la phrase. Et vous vous souvenez de la pancarte que je vous avais montré déjà? Le bon sens, la logique. Et j'ai peut-être moins insisté depuis quelques semaines, mais le bon sens et la logique, ce sont ces deux moyens qui me permettent d'écrire correctement les mots. L'autre que j'apporte maintenant, c'est parce que. Et l'autre, par ce que. C'est encore le bon sens qui va me le faire reconnaître. Quand on dit parce que, ça c'est la cause. C'est ça que ça veut dire. Parce que, c'est à cause de. Parce que j'étais malade. La cause, c'est que j'étais malade. Donc, le parce que, la conjonction, et les deux mots parce que, les deux mots vont dire locution conjonctive. Pourquoi locution? Vous vous souvenez de l'expression locution? Une locution, c'est un ensemble de mots. Alors, il peut y avoir deux mots qui ont un sens. Alors, locution conjonctive veut dire, c'est deux mots, ce sont deux mots qui veulent dire, c'est la cause. Alors, j'irai à Gaspé parce que je veux aller là où Jacques Cartier a planté sa croix. Je veux aller à Gaspé parce que. La cause, c'est parce que. Alors, parce que en deux mots. Tandis que si je dis par ce que, par la chose, le ce, là, c'est comme quand je dis ce que je te dis. Quand je dis ce que je te dis, c'est facile, le français, si c'est bien compris. Alors, ce veut dire la chose que je te dis. Alors, par la chose que. Prenons l'exemple ici. Parce que vous dites, je vois que vous avez tort. Par ce que vous dites. Est-ce que c'est à cause que vous dites? Non, ce n'est pas la cause que vous dites. Parce que vous dites, ce n'est pas la raison que vous dites. Non, c'est par la chose que vous dites, je vois que vous avez tort. Tandis que l'autre, Pépin, le bref, Pépin fut surnommé le bref. Autrefois, il y avait des noms et on ajoutait quelque chose pour reconnaître l'individu. Hein? On le reconnaissait. On disait dans le temps du Christ, Joseph le charpentier. Bien, il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui Monsieur Charpentier. Et ils viennent d'une génération où il y avait peut-être des charpentiers. Et c'était comme ça. Dit-le un tel. Alors, quand on dit Pépin le bref, Pépin fut surnommé le bref parce qu'il était petit. Il était petit. Alors, il a été surnommé le bref parce que la raison, la cause, c'est qu'il était petit. Alors, parce que, en deux mots. Tandis que, quand j'ai dit tantôt, parce que vous me dites, je vais changer d'idée. Par la chose que vous me dites, je crois que je vais changer d'idée maintenant. Parce que vous venez de me convaincre. Alors, vous venez de me convaincre. Troisième point, un autre. Le mot possible. Le mot possible, il va s'écrire à l'occasion avec un S, à l'occasion pas d'S. Alors,
le mot possible sera à utiliser avec l'expression le plus, le moins, etc. Alors, faites le moins de fautes possible quand vous écrivez. Bon, oui, après tout ce cours que vous avez suivi, faites le moins de fautes, parce qu'il va y en avoir, possible, BLE. Et pourquoi possible, BLE? Ça veut dire ceci, faites le moins de fautes qu'il sera possible de faire. Le moins de fautes qu'il sera possible de faire. Qu'il sera possible qu'on pourra faire. Le moins de fautes. Alors, quand vous avez le plus, le moins, à ce moment-là, vous avez le mot possible qui est ici, regardez, invariable. Mais si je dis ceci, possible va être variable. Pour réussir, il faut faire tous les efforts possibles. Il faut faire tous les efforts possibles. Tous les efforts possibles, il n'y a pas de le plus, le moins là dans ça. Alors, tous les efforts, le nom, possible, qu'est-ce qui sont possibles? Ce sont les efforts. Et le mot les indique qu'il est au pluriel et possible au pluriel. Et là, il va s'accorder parce qu'il n'y aura pas d'expression le plus, le moins. Alors, ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'il est possible. C'est faites tous les efforts possibles. Possible s'accorde comme un adjectif avec le mot effort. Et le mot peut, je vais terminer avant de nous arrêter à l'intermission, je vais dire tout simplement ceci. Le mot peut, mais le mot peu, il a le sens de pas beaucoup. Dans ce temps-là, il s'écrit peu, P-E-U. Ça veut dire pas beaucoup. Le peu d'effort, le manque d'effort, pas beaucoup d'effort. Et il y a le mot peut être aussi, qui peut exister. Il y a le mot peut-être, qui peut exister comme ceci, avec un accent circonflexe. Et ça peut être peut être, tu peux être aussi, peut être comme ça. Alors, je peux être champion. Tu peux être, P-E-U-X, être l'action. Alors ici, peut-être avec un trait d'union, ça veut dire peut-être bien. Peut-être bien. Ça veut dire possiblement. Peut-être, ça veut dire possiblement. Tandis que peut être sans trait d'union, il peut être nommé député. Il peut, le verbe pouvoir, être. Tandis qu'ici, possiblement, peut-être, dans le sens de c'est peut-être, c'est une chose qui est possible. Alors à ce moment-là, nous allons avoir peut être avec un trait d'union, possiblement, il peut être lorsqu'on dit il est capable. C'est tout simplement ça. Et on aura occasion de poursuivre immédiatement après notre petite intermission. On va s'arrêter un petit peu à ce moment-ci. Vous pouvez prendre une petite période de repos. On va s'arrêter, on va arrêter de réfléchir là et on va simplement écouter en prenant une petite gorgée. À votre santé, une bonne eau claire comme ça, ça rend service à notre gorge. Et je vous avais dit la semaine dernière que nous parlerions de la clémentine. D'où vient cette expression? Vous savez, la clémentine, vous savez ce que c'est? Bon, tout le monde connaît ça. On en achète à certaines périodes de l'année. Elles arrivent chez nos marchands de fruits. Alors, la clémentine. L'étude, et je vais lire un petit texte que j'ai ici, qui va vous permettre de comprendre quelque chose. L'étude de plus en plus poussée de la génétique et les expérimentations faites par l'homme peuvent encore permettre de créer des variétés inconnues. Alors, on arrive dans une variété tout à fait particulière. Et quelle est cette variété? C'est ainsi qu'un fruit véritablement nouveau fut obtenu vers 1900, au début du siècle. On termine le siècle 90 ans, 91, 92. Alors, en 1900 environ, deux
ans auparavant, en 1900, parce que c'est en 1902, le frère Clément, un religieux de la région d'Oran, à Oran en Europe, féru de botanique. Il était poussé par la botanique. Il pratiqua une intéressante expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il féconda des fleurs de mandarinier. Des fleurs de mandarinier avec du pollen prélevé sur un bigaradier. Un bigaradier et un mandarinier, il a fait féconder des fleurs du mandarinier avec du pollen prélevé sur un bigaradier. Arbre qui produit l'orange amère. Le résultat fut un fruit intermédiaire. Alors, pour la forme comme pour le goût, entre la mandarine et l'orange, proprement dite, qui fut apprécié par l'entourage de l'expérimentateur. Alors, ce type-là a fait une expérience et très riche en jus. La clémentine a pris aujourd'hui une grosse part du marché. Et elle s'appelle ainsi à partir de 1929, lorsqu'on donna aux fruits trouvés par le frère Clément le nom de ce dernier pour l'honorer. Alors, quand on parle de clémentine, c'est le bon frère Clément, un type qui aimait travailler dans la fête de botanique et qui a composé deux éléments et il a sorti un autre tout à fait différent, la clémentine du frère Clément. Et c'est ça. C'est un petit peu quand on voit aujourd'hui sur nos marchés, on voit la clémentine qui nous arrive. Les gens sont tous intéressés à aller se procurer des clémentines. Bien oui. Alors, c'est un petit peu la provenance de ce fameux nom maintenant que je voulais tout simplement vous livrer. Et où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça? Nous sommes rendus à notre 33e leçon. Oh là là, 33e leçon, deuxième partie. 33e leçon, ce qui veut dire que la théorie que nous avons assimilée jusqu'à maintenant, de temps en temps, j'y reviens. Mais là, nous allons poursuivre les difficultés orthographiques pour avoir le plus possible immédiatement. On va tenter, si nous n'aurons pas terminé toutes les difficultés orthographiques, mais dans la prochaine émission, nous aurons l'occasion d'y revenir et de poursuivre ces démarches-là. Ce sont toutes des expressions ou des mots que nous devons utiliser à bon escient. Alors, on avait ici le mot peu, P-E-U, quand il veut dire pas beaucoup. Quand il dit il peut être choisi, il peut, c'est le verbe pouvoir, il n'y a pas de trait d'union. Mais si on dit c'est peut-être lui qui sera choisi président de notre association, c'est peut-être, c'est possiblement avec un trait d'union et l'accent circonflexe qu'on aperçoit en dessous du trait là. Je peux être fier de ce que j'ai fait jusqu'à date. Oui, oui, madame, monsieur, je peux être fier parce que nous avons fait un bon chemin, un bon bout de chemin ensemble pour améliorer notre français, la compréhension de notre langue française. L'autre, on va voir le mot davantage. Davantage. Ah, ça par exemple, ça crée des ennuis à plusieurs. On a le mot davantage comme ceci. Et on a le mot davantage comme ceci. Ah! Ah! Le mot davantage en deux mots, avec un S habituellement. Parce que D' veut dire des avantages. On a éliminé le ES, puis on a dit davantage. Il y a plus d'avantages, il y a plus des avantages, et c'est un mot qui est le contraire de inconvénient. Si on n'a pas d'avantages, on a des inconvénients peut-être. Alors, inconvénient, et ça c'est le contraire. Comment appelons-nous ça, ces deux mots-là? Quand on dit ce sont des contraires, on appelle ça des
antonymes. Antonymes, ça veut dire qu'ils sont différents, qui sont contraires l'un l'autre. Antonyme. Alors, on a une antipathie. Hein? On n'est pas d'accord avec, on n'accepte pas l'autre. Antonyme, le contraire de antonyme, c'est synonyme. Alors ça, c'est la même signification, synonyme. Ils viennent des mots grecs, hein? Alors, nomos, hein? Alors, anti puis nomos. Alors, antonyme, synonyme, ici, deux antonymes. Ici, ce sont davantage et davantage, comment on a appelé ça? Des homophones. Homophone. Que veut dire homophone? Homo, qui veut dire semblable, et phoné, qui veut dire des sons. Un son qui est semblable à l'autre son. Alors, davantage, des homophones. D'accord? Homophone. Alors, un homophone, c'est un son qui est semblable à l'autre. Les deux se prononcent de la même façon. Quand on dit, par exemple, verre, V-E-R-S, puis un verre, V-E-R, puis un verre pour boire, celui-là. Ce sont des homonymes. Homonymes, même chose que des homophones quand on les prononce. Quand je les regarde, ce sont des homonymes. Et quand je les prononce, ce sont des homophones. Ils ont le même son. Alors, homonyme et homophone. Homonyme, quand on a nomos, homo, semblable, même sorte, même prononciation. Et la lecture est la même. Mais quand on les prononce, homophone, davantage. Davantage, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus. Alors, on va prendre comme exemple ici. J'ai gagné des prix. Paul en a gagné davantage. Paul, lui, il en a gagné plus. Alors, davantage, c'est le mot qui signifie plus. Alors, plus, le sens de plus, ça veut dire davantage. Et remarquez que davantage ne prend pas d'ess. C'est un adverbe. Plus, c'est un adverbe. Davantage est un adverbe. Et quand vous voulez savoir quelle sorte de mot il est, remplacez-le par un autre. Vous allez le trouver tout de suite. Et quand ici, j'ai un nom commun. Parce qu'un avantage, c'est un nom. Je les compte, les avantages. Les inconvénients, c'est encore un nom. Alors, on a ici le mot davantage qui s'accorde ou qui ne s'accorde pas. Davantage avec un apostrophe va prendre un S. Mais davantage, pas d'apostrophe, en un seul mot, ne prend pas d'S, ça veut dire plus. Près de, près à. Je suis près de la rivière. Je suis près de la rivière. Ça, c'est un lieu, ça. Tandis que si je dis, je suis prêt à vous exprimer mon sentiment. Je suis prêt, P-R-E, accent circonflexe-T, à vous exprimer mon sentiment. Je suis prêt à. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à vous expliquer la règle. Je suis prêt, ça veut dire ça, je suis en mesure de. Prêt, accent circonflexe T, au féminin, prête. Alors, avec la liaison, prête à vous exprimer. Tandis que près de, ça veut dire proche de. Alors là, vous avez, à ce moment-là, le mot près, accent grave, proche. Proche de la rivière. Et non pas près, PR accent circonflexe T, de la rivière. Non, près veut dire prête, ça veut dire je suis en fonction de, je suis en mesure de vous le rendre. Et le mot quand, alors il y a des occasions où on va écrire le mot quand, et c'est la façon habituelle quand on dit ceci. Et il y a l'autre également qui va s'écrire comme ceci. Bon. Quand on parle, vous venez de remarquer, je fais exprès, quand on parle, le D qui est ici, il se prononce comme un T. Le D va se prononcer comme un T, mais on va écrire D. Quand on parle.
ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire au moment où on parle. Ou encore, lorsque on parle, lorsqu'on parle, lorsque, ou lorsque, U apostrophe O-N. Lorsque, quand on parle, c'est avec un D, tandis que l'autre ici avec un T, ce sera dans les deux expressions quant à, quanto. Quant à, quanto. Dans ces deux expressions-là, vous aurez un T ici. Ça veut dire, quant à moi, je n'ai pas d'objection. Quant à moi, quant à moi. Quant aux autres, ah, ça, ce n'est pas de mon domaine. Quant à moi, Q-A-N-T-A. Quant à, quanto. Quant aux autres, ça, ce ne sera pas mon domaine. Ce n'est pas à moi de décider. Quant aux autres. Le O, qui est l'article défini, contracté. Quant à, la préposition à. Alors, quant à, quanto, un T. Tandis que quand on pense, quand on dit, Q-U-A-N-D, on, parce que le D se prononce comme un T, quand on veut, quand on. Alors, il faut le savoir, il faut le surveiller, parce que c'est évident que à ce moment-là, là, il y a une petite enfarge, hein? Il y a un petit moyen de s'enfarger, là. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut surveiller ces deux-là. Le mot « dent », ah ben là, le mot « dent », ce sont des mots qui sont des homophones. Alors, on a le mot « dent » qui peut s'écrire D-A-N-S, on a le mot « dent » D-E-N-T, on a le mot « dent » D-apostrophe-E-N aussi. Je viens d'en donner l'explication. Je viens de donner l'explication de « en », de cela. Le « en » veut dire cela, tout simplement. Tandis que le « dans » ici veut dire à l'intérieur. Dans l'explication que j'ai donnée tantôt, dans l'explication, qu'est-ce que j'ai? Dans, à l'intérieur de l'explication que j'ai donnée, le « dans » veut dire à l'intérieur de. Je suis entré dans la maison, je suis entré à l'intérieur de. D-A-N-S, et le mot « dent », mais vous savez que quand ça fait mal, on parle de dents. Quand ça nous fait mal et qu'on est obligé, comme disait Pépère, mets-toi du poivre dans la dent. Tu vas empêcher ton mal de dents. Ou encore, comme papa faisait, il nous soufflait de la fumée dans l'oreille pour arrêter un mal d'oreille. Mais qu'est-ce que ça donnait? Ça atténuait le mal d'oreille, à cause de la chaleur, bien entendu. Tout simplement, c'est la chaleur qui pénétrait et qui évitait, qui éliminait le mal d'oreille. Mais quand on a la dent, on dit qu'on a une dent contre quelqu'un. Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? Je ne sais pas. Alors, quand quelqu'un a une dent contre quelqu'un d'autre, une dent D-E-N-T, ça c'est un morceau de notre dentition. Alors, dentition, D-E-N-T et D-apostrophe. Vous remarquez qu'à chaque fois que vous avez votre crayon et que vous avez à écrire, il vous faut toujours vous servir de votre matière grise, votre jugement, de votre bon sens, de votre logique. Alors qu'à ce moment-là, vous ferez la distinction habituellement entre D-apostrophe-E-N et D-E-N-T ou D-A-N-S. Alors, c'est un exemple. Je viens de en donner. Je viens d'en donner. Je viens de donner de cela. Des explications. L'autre explication sur laquelle je vais insister, bien, c'est un petit peu la même chose quand on dit tant, T-A-N-T, et tant, T-apostrophe-E-N. Alors, T-A-N-T, ça veut dire tant qu'il y en aura. Tant, T-A-N-T, ça veut dire la quantité. Ça veut dire tellement. J'ai tant aimé cela que j'ai décidé de revenir à l'émission. J'ai tellement aimé cela. J'ai tant dansé. Hein? La chanson d'autrefois. J'ai tant dansé, j'ai tant sauté. Alors, j'ai tellement dansé, j'ai tellement sauté
tant T-A-N-T. Alors, c'est dans ce sens-là. Tandis que de en, ici, c'est de cela. Alors, de cela. Alors, l'exemple que j'ai donné ici, je viens de t'en donner la preuve. Je viens de t'en donner la preuve que je peux chanter. J'ai tant chanté, j'ai tant dansé. Alors, j'ai tant. Je viens de t'en donner. Je viens de te donner la preuve de cela, de cette chose-là, de en, T apostrophe, à qui? À toi. Te, en. Je viens de te en donner. Je viens de te donner la preuve de en, de cela. On enlève le E, on met l'apostrophe pour remplacer la lettre, tout simplement. Et je parle également, quand je donne ces petites explications-là, c'est que je m'adresse à tous ceux qui peut-être sont actuellement en train de maîtriser davantage la langue française. Et ce sont peut-être des allophones, ce sont peut-être des analphabets, ce sont peut-être des analphabets qui suivent l'émission. Et il y a des centres d'alphabétisation qui suivent l'émission. Oui, et ça me fait plaisir dans ce temps-là de donner ces explications parfois à toute cette clientèle qui a de l'ardeur, de l'ambition et qui veulent, toutes ces personnes-là, ces personnes qui veulent aimer davantage la langue française, prendre le goût de la lecture, prendre goût à la lecture, parce que quand on a des moments libres, plutôt que de s'ennuyer, nous pouvons prendre un ami avec nous et c'est un livre. Et ce livre va venir nous parler. Nous n'avons personne autour de nous. Vous avez un livre qui vient vous instruire, qui vient vous parler, qui vient vous raconter quelque chose. Le livre, la lecture, ça nous permet de mieux maîtriser notre français. La même chose pour le mot sans, S-A-N-S, et S'-E-N. Sans, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Je suis retourné sans succès. Pas de succès. J'ai terminé sans toi. Ça veut dire, toi, tu n'y étais pas. Sans toi, excepté toi, à part de toi. Alors, sans veut dire qu'il n'y en a pas. Tandis que sans S'-E-N, c'est encore la même chose. C'est encore cela, là. Il vient de s'en apercevoir. Il vient de se apercevoir de quoi? De cela. Il vient de s'en apercevoir. Il vient de se apercevoir de cela. C'est ça que ça veut dire. Il vient de s'en parler. Ils viennent de s'en parler. De se parler, de se parler de cela. De un, S'-E-N. C'est comme ça. L'autre mot que j'ai ici, que j'ai recueilli, j'ai le mot lorsque. Le mot lorsque. Et là, je vais dire ceci. Souvent, on commence lorsque, etc., point suspensif. Quand on dit lorsqu'il, qu'est-ce que c'est qu'on va dire? Lorsqu'il. Q'-I-L, parce que lorsque il veut. Lorsque il veut, le E, on l'enlève et on met l'apostrophe à ce moment-là. Alors, lorsque je veux, L-O-R-S-Q-E. Et ce que je veux dire, c'est que le mot, il s'écrit en un seul mot et non pas en deux mots. Ce n'est pas L-O-R-S puis que Q-U-E. C'est un mot d'un seul trait. D'un seul trait et ici avec l'apostrophe pour un deuxième mot qu'on raccorde. Le mot quel, ce sont toutes des petites difficultés que nous rencontrons, mais je crois qu'en les disant actuellement, faites attention là, en les disant, est-ce que je veux dire ceci? Est-ce que je veux dire ceci en les disant? Et pas du tout, c'est en les disant, D-I-S-A-N-T. En disant, tiens, regardez le en placé devant, participe présent, A-N-T, invariable. Mais en disant quoi? Les, qui veut dire les explications que je donne. En les disant, en les exprimant, les est un pronom personnel
Voyez, maintenant, on peut parler de tout ça à la suite de 30 émissions, 32 émissions. On peut même ajouter ces précisions-là. C'est de valeur pour qui? Oh, j'ai pitié de ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. Mais pourtant, les journaux ont donné l'information comme quoi le cours passait dans la région. Votre poste de télévision communautaire dans votre région vous a informé avec sa programmation que le cours passait chez vous. Comment se fait-il que vous ne vous soyez pas attaché à votre télévision communautaire de la région? Allez-y régulièrement à votre télévision communautaire. Vous avez tellement de choses, vous avez tant de choses à apprendre. Tant de choses, T-A-N-T. Ça veut dire tellement de choses. Voyez-vous, on l'a vu tantôt. Et on l'emploie fréquemment. Alors, en disant D-I-S-A-N-T, mais disant en deux mots, c'est ce qu'on appelle des homophones. Alors, c'est un homophone. Alors, en disant, alors, on a ici le mot quel. Le mot quel, Q-U-E-L, et le mot quel, Q-U-E apostrophe L-E. L-L-E. Quand est-ce que je vais avoir le mot quel? Quel, c'est un adjectif ou un pronom qui est ici. Alors, quel âge? Vous vous souvenez des tout débuts? Quel âge as-tu? Alors, quel âge? Alors, quel âge as-tu? Automatiquement, adjectif qui s'accorde avec le nom âge. Quels intérêts as-tu dans telle chose? Quels intérêts? Quels intérêts comme ceci? Alors, au pluriel, quels intérêts? Mais quand je dis quel, Q apostrophe et deux L, moi je veux dire, moi je suis aussi capable qu'elle. Je suis aussi capable que elle peut être capable. C'est ça. Et c'est parce que c'est une personne du féminin, là. Je suis aussi capable qu'elle, que elle. Alors, qu'elle, Q apostrophe elle est là. Mais si c'était un garçon à la place de la fille qui était là, je suis aussi capable que lui. Ah, vous voyez, là, elle qui est le féminin de lui, là. Alors, que, elle, aussi que, aussi capable que, elle ou que lui. Alors, le que, U apostrophe, que elle, sous-entendu, peut être capable. Et ainsi de suite, certainement qu'on pourrait continuer, là. On pourrait continuer, mais on va s'en garder pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de parler de « on a » puis « on n'a pas ». Il y a des endroits où on va mettre un « N » apostrophe, puis d'autres endroits, on ne le mettra pas. Alors, à certains endroits où on le mettra et on ne le mettra pas, nous verrons la semaine prochaine ces petites précisions-là. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Alors, ce qui veut dire que nous sommes pratiquement sur le point de terminer notre grammaire expliquée. Et dans la grammaire expliquée, je n'ai peut-être pas ajouté ces difficultés orthographiques parce que j'ai voulu tout simplement apporter un complément. J'ai voulu apporter un complément à cette grammaire-là dans le cours de français que nous utilisons. Mais lorsque nous avons le dictionnaire et la grammaire, nous pouvons nous rendre où que nous voulions. La grammaire, quelque grammaire que ce soit, n'ayez pas seulement une grammaire, ayez-en deux, ayez-en peut-être trois. Vous allez prendre goût à ouvrir les deux, trois grammaires et à dire, tiens, j'ai compris dans l'explication qu'on vient de me donner dans cette grammaire-là. Dans une autre explication, je n'ai pas compris, je vais aller voir la grammaire à côté. Je vais aller voir exactement qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle exprime, elle. Si je n'ai pas compris, je vais voir ma troisième grammaire. Puis, si vous n'avez vraiment pas compris, là, la grammaire expliquée va probablement vous le faire comprendre parce que, à l'intérieur, j'explique la façon de raisonner. Alors, ce qui signifie qu'il est important d'avoir non pas seulement une grammaire. Vous avez la grammaire expliquée, procurez-vous également une autre grammaire.
procurez-vous-en 2, procurez-vous-en 3. Et vous avez également, ici, je ne l'ai pas précisé la semaine dernière, quand j'ai parlé de grammaire et de dictionnaire, vous avez ici la grammaire typographique. Alors, la grammaire typographique, c'est une grammaire qui est très précieuse. Très précieuse dans ce sens qu'elle rend de très précieux services à ceux qui ont à composer, à écrire beaucoup. Vous avez des majuscules à accorder. Vous avez à écrire la majuscule à certains moments. Alors, je vais aller, par exemple, ici, l'Académie des sciences. Mais je vais mettre une majuscule à Académie, mais je ne mettrai pas de majuscule à Sciences. Je vais dire le cégep, bon, puis je ne ferai pas de publicité. Alors, le cégep de, et puis je vais nommer un cégep. Bien, je vais nommer le cégep du Vieux-Montréal dans la région de Montréal. Je vais nommer le cégep Garneau dans la région de Québec, peut-être. Alors, je vais nommer le cégep Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne, je vais mettre la majuscule, parce que c'est un nom propre. Mais cégep n'en prendra pas. Voyez-vous? Et la grammaire typographique d'Aurel Rama, beaucoup de gens s'en servent au cégep, à l'université. Et pour vous, les secrétaires, servez-vous-en. C'est très précieux. Vous savez exactement comment accorder, écrire vos mots lorsque vous avez « Monsieur le député ». Est-ce qu'on doit mettre une majuscule à « député » ? Est-ce qu'on doit mettre une majuscule à « monsieur » ? Et ainsi de suite comme ça. Alors, tout autant, toutes les informations que j'ai données, c'est dans le but de vous rendre service. Et je vais terminer en disant ceci, c'est que parler, c'est bien beau, parler, c'est semer. Écouter, c'est recueillir. Oh, que c'est beau, ça. Parler, c'est semer. Écouter, c'est recueillir. À la semaine prochaine. Bonjour.